Alors, je voulais simplement poser la question d'abord à Pierre Putmans et puis à Philippe Samin. Est-ce qu'il faut faire sienne cette réflexion de Victor Bourgeois qui disait de manière un peu provocatrice, le salut de l'architecture, c'est la dèche. Voilà. Alors, d'abord, Pierre. Je voudrais quand même rétablir la vérité. Je voudrais quand même rétablir la vérité historique. C'est une formule que Bourgeois a empruntée à un architecte français. Ah. Bien. Qui? Je ne sais plus. Ah, je sais plus. Mais je suis sûr de ce que je dis. D'accord. Cela dit, j'ai un jour entendu Brodsky, qui est un de nos très bons architectes aussi, dire de l'argent, il y en a, mais il faut l'utiliser intelligemment. Oui. Et donc, je crois que ce qui fait la vertu principale, enfin une des vertus principales de l'architecture de Philippe Samet, c'est justement l'utilisation intelligente du budget dont il dispose, et aussi le fait qu'il mène, comme Anne l'a laissé entendre, une réflexion globale sur la physique du bâtiment. Je vais vous dire, quand je suis entré peu à peu dans l'architecture de Philippe Samet, au début, j'avais écrit 2-3 articles pour défendre des projets qui ne se réalisaient pas, ou bien qui avaient été défigurés par des constructions incongrues faites à proximité. Et j'avais été très impressionné par ces structures. D'abord, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup la structure métallique que j'aime particulièrement et qu'on a un peu oublié au profit du béton souvent. Mais j'avais été très impressionné par ces structures et je me suis dit, bon, ben, faire un livre sur sa main, c'était pas tant. Et puis j'ai découvert, à son contact, en étudiant son œuvre pendant 3 ans, on a quand même, c'est un livre qui a demandé un énorme travail, 19 versions successives de l'inventaire qu'on appelle anthologie. C'est quand même pas rien. Un texte qui a évolué vers le plus long, vers le plus court, etc. Mais j'ai découvert 2 choses chez Philippe Samet qui n'apparaissent pas au spectateur. Le spectateur voit la superbe structure et voit éventuellement la superbe architecture. Bon, quand on descend du métro à Erasme, on passe dans cette magnifique station qu'il a faite, et qui est une des 2 stations regardables à Bruxelles, à mon avis. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne voit pas, c'est toute la réflexion sur la physique du bâtiment, sur la manière dont on se sert des matériaux de manière rationnelle et de manière à générer une véritable économie, peut-être pas une économie de l'investissement nécessairement au départ, mais une économie d'usage, une possibilité de durabilité, et donc on répond à la fois aux besoins de l'architecture et modestement, parce que ce n'est que l'œuvre d'un architecte et de son bureau, et aux besoins de la planète. Je crois qu'il y a un gros problème dont Anne a parlé, c'est qu'actuellement, la plupart des architectes font des images. Je vais citer personne, mais enfin, ceux qui connaissent un peu l'architecture ont quelques noms en tête. Et ce qui est tragique, c'est que dans l'enseignement de l'architecture actuellement, on leur apprend à faire des images et rien d'autre.
je ne vais pas reprendre la vieille formule disant que la fonction engendre la forme, parce que la fonction, au moment où on en parlait, c'était la fonction mécanique, donc chaque chose à sa place. Mais il y a d'autres fonctions dans un bâtiment. Il y a en tout cas l'économie de moyens et l'économie d'usage surtout, qui est très très importante. Le fait qu'un bâtiment n'est pas simplement une belle structure avec une peau, mais que c'est un organisme très complexe. Et le fait que... oui, oui. J'ai un jour vu un chef d'orchestre en plein concert sortir son GSM de sa poche et l'éteindre. C'était au conservatoire de Bruxelles. Bien. Je parlais de la formation des architectes. Actuellement, on leur apprend à faire de belles images. On leur apprend éventuellement à répondre à des fonctions mécaniques élémentaires, à ne pas mettre la table de la salle à manger dans le WC, et aussi à produire des choses qui ne sont éventuellement pas rationnelles. Je crois qu'il faut leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ce qui est très grave, c'est que leurs professeurs ne savent pas ce qu'ils enseignent, ne savent plus ce qu'ils enseignent. Alors, l'architecture est une activité extrêmement complexe. Nous ne sommes donc pas formés, à moins d'avoir fait, comme Philippe Samel a fait, un cycle de formation d'architecture et un cycle de formation d'ingénieur. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Et alors, on se met pieds et poings liés dans les bras des bureaux d'études qui ont leur propre logique, qui produisent du béton, qui produisent de l'air dans des gaines qu'il faut envelopper dans des fausses poutres, etc. Bref, on arrive à des monstruosités extrêmement consommatrices d'énergie, extrêmement consommatrices de matière. Éventuellement, ces monstruosités sont très belles. Mais je dirais, peu importe. Alors, j'ai découvert autre chose chez Philippe Samet, et à quoi je ne m'attendais pas du tout en commençant la rédaction de cet ouvrage, mais que c'est un architecte classique. C'est quelqu'un qui utilise les moyens contemporains, les moyens techniques contemporains, qui ne fait pas du faux Louis XIV, bien sûr, mais c'est un architecte qui a un raisonnement je dirais à la limite paladien sur la manière de traiter l'architecture. Je reviens une seconde à sa connaissance et à sa recherche permanente sur la physique du bâtiment. Il y a maintenant qu'on termine les transformations du Palais des Beaux-Arts, je recommande d'ailleurs le petit entrefilet dans le Nouvel Observateur d'aujourd'hui, disant Beaux-Arts, Cinémathèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, bien fait. Mais il y a une chose stupéfiante, c'est maintenant on le sait parce qu'on a fait des études très très poussées sur le Palais des Beaux-Arts à l'occasion de sa rénovation, c'est que Horta était quelqu'un qui n'avait certainement pas les moyens scientifiques complets dont on pourrait disposer aujourd'hui pour connaître la physique du bâtiment, mais il l'avait intuitivement. Ça, c'est la marque du génie. Voilà. Quant à l'œuvre de Philippe Samet, je vous dis, elle échappe à toute classification. Il y a d'ailleurs un livre, je vais te passer la parole dans 30 secondes. Il y a un livre antérieur qui s'appelle « Devenir moderne
point d'interrogation, et je crois que le point d'interrogation est très très intéressant. Sa main est moderne, il est pas moderniste, son combat se situe ailleurs, il est permanent, mais il ne se situe pas dans la défense d'une forme. Voilà. D'abord, merci d'être là. J'essaie de répondre à la question d'Anne, qui est de savoir si c'est mieux dans la dèche ou pas. Et je feuilletais hier ou avant-hier ce magnifique livre sur Lacoste, publié par les archives d'architecture moderne, et j'ai découvert, je connaissais bien Lacoste grâce à Mouscal, qui m'a fait visiter une série de bâtiments de Lacoste, un géant de l'architecture belge méconnu. Mais quelle production magnifique. Et justement, je regardais ça, je me disais, au fond, les plans de l'époque, parce que j'ai travaillé à la Fondation Reine-Élisabeth de Lacoste, ces plans étaient éminemment sommaires et les bâtiments très raffinés. Mais non, c'est l'inverse. On a des plans très raffinés, des bâtiments sommaires. C'est un peu embêtant. Et c'est tout le drame, hein, la dèche. Oui, je préfère la dèche dans le plan que dans le bâtiment. Hein. Eh bien, je crains fort que ça... Non, en fait, la bonne nouvelle, c'est que comme il y a moins de sous virtuels, on va devoir utiliser plus consciencieusement les sous réels. C'est-à-dire mettre plus d'esprit, c'est un peu prétentieux, dans la construction et moins de matière. Et ça fait... Merci à mes compères. D'habitude, quand je vois Anne en public, c'est pour qu'on s'engueule tous les deux. C'est un jeu de rôle comme au palais de justice. Et puis on va pas un pot ensemble, mais ça effraie les gens parce qu'il n'y a pas que moi qui suis terrorisant, elle aussi. Bon, enfin, il y a un tas de gens qui croient ça, mais voilà. Si vous voulez, on va devoir impérativement, à défaut d'avoir des bombes dans tous nos métros, repartager ce que la planète produit pour tous. C'est une la palissade. Et ce qui est frappant, c'est de voir combien ça n'a pas été possible jusqu'à présent et combien maintenant ça devient une impérieuse nécessité. Donc, d'une part, on a moins de matière par tête de pipe, on aura moins de matière par tête de pipe. Et si vous réfléchissez bien, qu'est-ce qu'on n'est pas entouré de broles, de fatras inutiles. De temps en temps, quand je regarde ce qu'il y a dans ma maison, les 4/5 de ça, je ne l'envoie pas. Ça traîne, il faut prendre les poussières. Donc à quoi ça sert, quoi? À rien. Et pensez-y, en rentrant à la maison, regardez ce que vous avez accumulé d'inutile dans vos maisons. Et vaut mieux un peu moins, un peu plus d'esprit. Et je crois que si on répartit tout ça, ça ira beaucoup mieux pour tous. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Internet, c'est que les universités vont disparaître par incompétence, parce que l'enseignement universitaire a des côtés absolument affligeants à mains égards, qu'il y a beaucoup plus à apprendre sur Internet directement, et qu'il faut quelques maîtres pour encourager à apprendre, plutôt que d'écouter des plagiaires qui réécrivent les théories mieux écrites par d'autres avant. Il y a de plus en plus d'universités sur la planète et de moins en moins de bonnes. Mais par contre, il y a de plus en plus de savoir qui se diffuse. Et donc de plus en plus de gens qui savent. Il y a des bons architectes partout sur la planète. Et pour le moment, beaucoup plus dans les pays isolés que dans les pays où on s'agite. Si je devais engager maintenant si je peux choisir d'où viendraient mes collaborateurs, ils viendraient de la Pontificale à Santiago de Chili, ou la Panamericane de Mexico, ou dans leur homologue brésilien ou argentin. Et ce n'est pas du tout une provocation, c'est une vérité. On leur enseigne encore l'architecture. On leur enseigne encore la théorie de l'architecture. Et quand à 22 ou 23 ans, ils sortent diplômés, ils savent tenir un crayon en main et en plus calculer un peu, mais suffisamment que pour construire des choses qui font sens. Et loin des grandes revues tapageuses où on voit les mêmes projets toujours du même coin, il y a dans ces pays une architecture très, très équilibrée qui se construit avec peu de moyens. Voilà, le propre de ce genre de discussion, c'est qu'on perd le fil de sa pensée. Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, je voulais prendre le micro à Pierre à propos de l'ingénierie. Il n'y a aucune vérité en ingénierie. C'est un art qui est basé sur des concepts théoriques, parfois scientifiques, parfois technologiques, mais c'est avant tout une intuition.
Et il n'y a aucune construction qui est bien ou moche ou mauvaise. Il y a des constructions qui essayent d'atteindre un objectif fixé au départ le mieux possible. Et quand vous savez que toutes les constructions sont des prototypes, contrairement aux voitures. Et même quand on fait des voitures, parfois on se plante ayant fait X prototypes. Regardez la type A de Mercedes qui s'est plantée dans le décor lors de sa sortie parce qu'elle était mal équilibrée et qu'on a dû la bourrer de servomoteur pour qu'elle tienne la route. Que dire de nos bâtiments où on fait un exemplaire et c'est le proto et celui-là doit servir. Donc c'est évidemment imparfait. Donc c'est malheureusement un art artisanal.